Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous pour cette conférence, pour ce propos autour de unir pouvoir et responsabilité dans l'efficacité. Alors oui, c'est effectivement le thème que je vous propose aujourd'hui. Pourquoi? Bien parce que dans les entreprises que j'accompagne, celles dans lesquelles j'ai travaillé également, vous n'imaginez pas à quel point il y a de l'énergie à revendre, aujourd'hui où on en recherche un peu partout, et qui est utilisée à prendre des décisions au mauvais niveau, donc du coup à risquer de prendre de mauvaises décisions, à rattraper des erreurs, à être deux à faire le même boulot. Je me souviens d'un patron qui m'avait dit: «Si on est deux à faire le même travail», il me disait directement: «Eh bien, c'est qu'il y en a un de trop», et j'avais compris qu'en fait, ce ne serait pas lui qui serait de trop. Et voilà. Et il y a la même chose au niveau politique, bien évidemment. Alors, la politique que je connais le mieux, quoique n'étant pas du tout un spécialiste de la politique, c'est celle de la France, parce que je regarde quand même un petit peu ce qui se passe. Et on pourrait presque se dire que la France est une grande entreprise, ne serait-ce qu'au niveau étymologique du terme, puisqu'en fait, nous entreprenons tous quelque chose pour des visées communes, quoi. C'est faire en sorte que chacun dans le pays vive dans les meilleures conditions. Alors, je sais bien qu'il y en a pour lesquels c'est un peu difficile peut-être d'entendre ça, et faire en sorte que le pays s'en sorte bien par rapport aux autres pays. Donc, admettons que ce soit le but commun en fait de chacun d'entre nous, vivre en paix, etc. Bien sûr, y participe. Eh bien, dans ce pays de France où on ne cesse de parler de simplification, on s'aperçoit que plus ça va, finalement, plus on rajoute des couches et des couches à une réglementation qui devient de plus en plus compliquée. J'en tiens pour certainement témoin, en fait, tout le monde de l'éducation nationale où si quelqu'un parmi vous a un proche ou travaille lui-même dans l'éducation nationale, eh bien, je crois que la rentrée scolaire de cette année n'a pas fait exception, bien loin s'en faut, avec les complications que l'on peut connaître pour des précautions, etc. Alors, on peut comprendre, hein, bien évidemment, les tenants, au moins, si ce n'est pas les aboutissants, mais au moins les tenants de ces couches successives. Mais par contre, ça devient insupportable et les gens se demandent, mais laissez-nous faire notre métier. En fait, voilà, on veut tellement cocooner, materner, être dans cet état-providence que nous soutenons à bout de bras, que finalement, on en déresponsabilise les acteurs. Pour certains, ça leur va bien, mais pour d'autres, c'est juste insupportable. Alors, pour illustrer un petit peu ce propos d'associer pouvoir et responsabilité, je prends souvent l'image en fait, que j'emprunte à une association qui s'appelle CEE Management, CEE pour Centre d'études des entreprises. Et chez CE Management, nous sommes assez, comment dire, enclins à démontrer en fait que pouvoir et responsabilité doivent être tenus dans la même main, puisqu'en fait, si vous tendez un clou à quelqu'un en lui donnant la responsabilité de le planter droit, puisqu'en fait, il va supporter un tableau, par exemple, comme celui, même s'il est flouté, qui est derrière moi, et à une autre personne, le fait d'avoir le marteau pour enfoncer le clou, si possible en un seul coup, puisque on vise l'efficacité, eh bien, on se doute un peu. Imaginez que vous soyez à la place de celui qui tient le clou. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer si l'autre tape de travers? Ce qu'on ne se pose pas tellement comme question quand c'est nous qui tenons le marteau. Et pour celui qui tient le marteau, soit il estime avoir la bonne part, puisqu'en fait, il a moins de risques que l'autre, soit s'il a un petit peu d'humanité, eh bien, il pourra sentir qu'il y a du danger pour lui de faire du mal à l'autre et, et même d'ailleurs de ne pas arriver à l'efficacité de son travail, puisque si l'autre lâche le clou de peur de se faire taper sur les doigts, eh bien, finalement, il tapera sur le mur et non pas sur le clou. Donc, très naturellement, nous allons mettre le clou et le marteau dans les mains de la même personne. Ne me faites pas dire dans la même main, puisqu'en fait, effectivement, sinon, ce serait taxé d'inefficacité, mais dans les mains de la même personne pour que le clou symbolisant la responsabilité, le marteau symbolisant le pouvoir, nous puissions espérer avoir le maximum d'efficacité pour que le clou soit correctement planté. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, la personne qui avait la responsabilité d'enfoncer le clou ne pourrait en vouloir qu'à la personne qui avait le pouvoir de l'enfoncer correctement ou pas, ce qui fait que c'est la même personne, donc on s'en veut à soi-même éventuellement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un certain nombre de précautions d'une part, et puis que d'autre part, on va se corriger si jamais on a mal fait.
pour pouvoir faire mieux la prochaine fois si jamais on a toute une galerie de portraits à mettre dans son couloir ou dans son escalier. Voilà, donc pourquoi de temps en temps ne faisons-nous pas ce geste simple qui est de mettre le clou et le marteau dans les mains de la même personne? Alors bien évidemment, c'est pas ça qu'on va pas faire, mais c'est de donner le pouvoir et la responsabilité dans les mains de la même personne. Eh bien, j'ai identifié 3 raisons majeures, qui nous conduisent à cela, qui sont en général, bien évidemment, hein, quand on fait quelque chose, même si c'est contre-productif, on le fait dans un esprit, dans une intention qui est bonne au départ. Eh bien, la première, c'est qu'on a du mal à faire confiance a priori. Ben oui, la confiance est certainement quelque chose qui s'acquiert avec le temps, n'est-ce pas? Nous verrons finalement au cours de cette conférence que, eh bien, on peut faire confiance a priori, on a même tout intérêt à faire confiance a priori et puis, à plutôt vérifier que cette confiance, elle est mise dans, la bonne personne. Mais il y a peut-être des précautions à prendre pour, s'assurer de cela. La deuxième raison majeure, c'est que nous avons une réticence à lâcher prise sur l'exercice du pouvoir. Quand j'exerce un pouvoir, eh bien, vous m'excuserez, j'ai un peu de difficulté au niveau rhume, c'est peut-être la saison qui fait ça. Eh bien, en tout cas, notre difficulté à lâcher prise, c'est que, on aime bien contrôler, on a besoin de s'assurer que, et cetera et donc lâcher le marteau, c'est quelque chose qui est compliqué. Faire confiance à l'autre, bien sûr, mais aussi lâcher prise soi-même sur, l'exercice du pouvoir et donc se dire que si l'autre a le pouvoir, surtout s'il est, sous ma responsabilité, bien alors quel pouvoir est-ce que j'ai moi, en fait, et comment est-ce que je peux exercer mon pouvoir? Donc, ça, c'est quelque chose qui est inscrit, en fait, dans la nature humaine, cet exercice du pouvoir, cette volonté, cette soif de pouvoir, qui peut être un frein majeur à, associer pouvoir et responsabilité dans les mains de la même personne. Et puis, la troisième raison, eh bien, c'est la crainte de perdre de vue le résultat. Si finalement j'ai lâché le pouvoir et la responsabilité dans la main d'un collaborateur, comment est-ce que je sais, à moins d'avoir un contrôle, bien sûr, et d'être en permanence dans le contrôle, mais nous verrons qu'en fait ce contrôle est difficile à exercer si on ne veut pas être en permanence en train de contrôler, ou difficile aussi à comprendre de la part de celui à qui on a confié pouvoir et responsabilité, puisqu'en fait, bien naturellement, il pourrait se dire, bah, si tu me confies des responsabilités et un pouvoir, fais-moi confiance, en fait, et donc tu n'as pas besoin de me contrôler. Ah, oui, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Donc, je vais vous montrer en fait que nous avons tout intérêt à faire confiance a priori, à lâcher prise sur l'exercice du pouvoir et non pas à perdre de vue le résultat, mais en tout cas à exercer un contrôle en fait qui ne soit pas un contrôle intrusif, qui ne soit pas un contrôle sclérosant, infantilisant. Alors plutôt que de vous développer une théorie hors sol, eh bien, je vais planter le décor tout simplement par des expériences réelles qui sont vécues, que j'ai vues dans les entreprises. Et bien évidemment, je vais prendre d'autres noms que le nom des personnes dont je ne donnerai d'ailleurs qu'un prénom, mais qui n'est pas le bon, pour illustrer mon propos à chaque fois. Tout d'abord, faire confiance a priori. Je voudrais vous partager, c'est celle d'un responsable d'atelier qui a été nommé dans une entreprise, une imprimerie, sous couvert d'une chose qui est assez fréquente, en fait, c'est qu'on va prendre le meilleur de l'atelier pour le faire grimper à l'occasion d'un remaniement d'organisation. Et du coup, voilà, on prend celui qui a démontré qu'il était dans les meilleures capacités professionnelles, les meilleures compétences, puisqu'il sait qu'en fait, ça va être lui le chef, hein. C'était toute une époque, en fait. Aujourd'hui, on regarde les choses peut-être un peu différemment, mais en l'occurrence, là, Jacques, en fait, avait pris ses fonctions quelque temps avant qu'un directeur n'arrive sur le site. Et bah, Jacques, bien sûr, n'avait jamais appris à être manager. Il avait appris à être un bon opérateur sur machine, en l'occurrence sur Press Offset. Et il était tellement le meilleur qu'en fait, c'était quelqu'un à qui on n'avait pas tellement besoin de venir régulièrement pour lui demander des comptes, et cetera, puisqu'en fait, dès qu'on lui donnait une mission, eh bien, il faisait très bien son boulot, tant qu'il était conducteur sur machine.
Et donc, très vite, en fait, le directeur, en s'appuyant sur ce collaborateur, en se disant, bon, ben, je vais vous faire confiance a priori, s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que notre Jacques, en fait, a tenté, puisqu'en fait, sa plus grande compétence était la compétence technique, de confondre en quelque sorte le directeur. Il se trouve que le directeur n'avait pas du tout une formation d'imprimeur. Et donc, très vite, il lui a dit: «Ah ben, c'est assez simple, hein, Jacques, si vous essayez de me démontrer que je ne suis pas un spécialiste de votre métier, du métier d'imprimeur, on va même pas se battre du tout puisqu'en fait, vous avez gagné d'avance. En fait, celui qui sait pour moi, c'est vous, c'est vos collaborateurs et ceux qui doivent exécuter le travail, ce sont vos collaborateurs et votre job maintenant consiste à faire en sorte de tirer le meilleur de vos collaborateurs. Donc, n'essayez pas de me tester sur le métier même de l'imprimerie, puisqu'en fait, vous avez gagné d'avance. Donc, ça l'a un petit peu déstabilisé, Jacques, et du coup, il s'est dit: «Ah bon, mais bon, ben, très bien, et donc, qu'attendez-vous de moi?» Ben, ce que j'attends de vous, c'est ça, c'est effectivement que vous tiriez le meilleur de vos collaborateurs, et comme vous connaissez le métier, ben, vous êtes tout à fait en capacité de le faire. Et par exemple, ben, il y a une première chose, c'est que, vous savez qu'on a très peu de travail en ce moment, mais, nous venons de gagner une commande, et cette commande, nous devons absolument la livrer, et je regarde les plannings et je m'aperçois que nous sommes un peu en retard sur la livraison. Donc il ne s'agit pas en ce moment de mécontenter les clients, bien au contraire, si on veut les faire venir, en courant chez nous. Et donc, il faudrait monter une équipe ce samedi matin pour faire en sorte que, la commande puisse être, assumée. Alors, ben, Jacques, qui ne savait pas faire, en fait, a eu toutes les difficultés du monde, et quand il est revenu dans le bureau du directeur pour, lui dire le résultat des courses, il lui a dit: «Bah, écoutez, personne, n'est disponible pour samedi matin». Alors, le directeur était un peu surpris, il lui a dit: «Mais comment vous y êtes pris?» «Bah, voilà, j'ai demandé, en fait, qui est-ce qui était disponible, et cetera». Alors donc, très vite, le patron a compris, et ils sont allés ensemble, en fait, revoir le personnel, et le patron a dit: «Écoutez, on s'est pas bien compris, en fait, mais la question de savoir s'il fallait ou non travailler samedi matin ne se pose pas, en fait, elle s'impose à nous, puisqu'en fait, nous devons tous notre salaire, aux clients, soit avec un C majuscule, soit au pluriel. Et donc là, il s'agit de servir le client pour pouvoir, avoir notre salaire à la fin du mois, à la fin du mois prochain, du mois suivant et de toutes les années qui vont venir. Et donc la vraie question qui se pose, c'est qui va être disponible pour être, présent samedi? Sachant que, bien évidemment, quand ça se présentera de nouveau, nous aurons l'occasion de faire une rotation. Et donc, ce que Jacques a voulu dire, c'est que, on est plutôt à partir sur la base du volontariat qui veut, se manifester pour être sur le premier samedi. Mais la question ne se pose pas de savoir si, on est disponible ou pas pour venir samedi. Je peux comprendre qu'il y ait des contingences, mais, voilà, la réalité est celle-ci. Donc très vite, en fait, les gens ont compris, et du coup, 2 se sont manifestés pour venir travailler le samedi. Et le directeur en a profité pour dire: «Voilà, alors ce que nous venons de faire maintenant et ce qu'a fait Jacques précédemment, eh bien, il faut que nous nous entraidions tous, puisqu'en fait, le travail de Jacques consiste à faire ce que je viens de faire à l'instant. Et donc, à chaque fois qu'il viendra vous demander quelque chose, eh bien, il me représente, en fait, il représente la direction. Je lui donne, en fait, la responsabilité et le pouvoir, en fait, d'exercer cette responsabilité. Mon objectif à moi, ce n'est pas de venir à chaque fois qu'il aura essuyé un refus, c'est au contraire que vous le considériez comme étant réellement le représentant de la direction et du coup le représentant du client, des intérêts du client pour, cet atelier». Et puis ensuite, bien évidemment, le directeur a pris Jacques à part et lui a dit: «Bah, qu'est-ce qui s'est passé pour vous?» et cetera. Ben, tout simplement, en fait, je ne sais pas faire ce que vous avez fait, et donc j'ai besoin de l'apprendre. Donc pendant quelques mois, en fait, le directeur et Jacques se sont réunis, ont fait, un certain nombre d'exercices, si je puis dire. Le directeur a transmis un peu sa manière de faire, et puis, également, a joué des jeux de rôle, de temps en temps avec, Jacques pour, l'initier à son nouveau métier. Sauf qu'en fait, la personnalité de Jacques était très éloignée de celle dont j'ai dressé un rapide portrait, en fait, au travers de l'événement que je vous ai cité. Et Jacques, au bout de 6 mois de cet exercice, où il suait, sang et eau, est venu voir le directeur pour lui dire: «Écoutez,
Je comprends bien ce que vous attendez de ma part et c'est légitime, je le perçois puisqu'effectivement, quand on se met à la place du client, c'est ça. Moi, je n'avais pas besoin quand j'étais sur machine, en fait, qu'on m'explique 2 fois les choses. J'avais compris du premier coup que oui, il fallait et donc mais je m'aperçois que c'est une toute autre difficulté puisque j'ai affaire à des personnes qui, me testent régulièrement, jouent sur la corde, sensible et du coup, je n'arrive pas à obtenir, ce que vous arrivez à obtenir donc je crois qu'en fait, je ne suis pas capable, en fait et je ne désire pas, je n'endors plus la nuit de faire ce travail-là. Très bien, Jacques, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, remettez-moi dans mon poste précédent. Bon, eh bien, écoutez, puisque c'est vous qui me le demandez, nous allons regarder de quelle manière nous allons faire pour aller vers cet objectif de telle sorte, en fait, également que vous n'en subissiez pas les dommages, parce que bien évidemment, ça ne doit pas être simple de reprendre le travail après avoir eu une promotion. Alors, vous allez pouvoir me dire peut-être que finalement, l'expérience vécue, c'est un échec, quoi, en fait, puisque la personne a eu un poste et puis finalement, elle redescend. Alors, ça pourrait être un échec si effectivement on le regardait sous la forme de et qu'est-ce qui se serait passé si euh, soit le dirigeant n'avait pas fait confiance a priori à son collaborateur et s'était dit bah, écoutez, il faut absolument que vous fassiez ce que je vous demande, ne s'intéresse pas du tout aux difficultés qu'il rencontre ou se méfie de lui, bah, probablement que ça se serait terminé plutôt sous la forme de un licenciement ou une rétrogradation forcée et non pas à euh, comment dire, à ce gentleman agreement que les deux ont trouvé, même s'il est un peu pénible à vivre. Et donc, on aurait été sur quelque chose de beaucoup plus catastrophiste et qui n'aurait pas permis de tirer chacune des personnes vers le haut. Donc, bien évidemment, on peut rêver de mieux. Simplement, le dirigeant a hérité de cette situation et donc il ne pouvait pas, euh, comment dire, ce n'est pas lui qui avait nommé Jacques à ce poste-là. Et donc, il a dû faire avec les données du moment. Et en tout cas, ce que ça a permis, c'est que Jacques puisse s'exprimer en vérité. Combien de managers intermédiaires, en fait, ont connu des situations dans lesquelles ils ont soit sombré dans la déprime, soit dans l'alcoolisme, soit les deux, parce qu'ils n'arrivaient pas à assumer leur poste et ils ne pouvaient pas en parler à leur chef, puisqu'en fait, la confiance n'était pas établie au point que ben, ils craignaient en général d'ailleurs sans savoir trop ce qu'ils pouvaient craindre. Est-ce que c'était d'être licencié? Est-ce que c'était d'être accompagné? Est-ce que c'était d'être rétrogradé? Toujours est-il qu'on peut vivre des situations bien pires que celles qui s'est vécues là. Et je trouve que pour une sortie c'est une sortie honorable d'une situation très insatisfaisante pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, cette expérience nous montre que cette confiance a priori a permis de développer une transparence, ce que j'appelle le parler vrai, aussi bien de la part du dirigeant, voilà ce que j'attends de vous et je ne reviendrai pas dessus et c'est nécessaire, et une compréhension d'ailleurs de la part du collaborateur, et puis un parler vrai de la part du collaborateur qui a pu s'exprimer en vérité pour dire ses difficultés, essayer de les surmonter à un moment donné en bonne intelligence avec le dirigeant, et puis ensuite à pouvoir dire bah, écoutez, non, je jette l'éponge, je ne peux pas y arriver, et tout cela dans un climat encore une fois, de confiance et non pas de méfiance sur ce qui pourrait se passer et qui a été plutôt euh, développeur, en fait, pour chacune des personnes qui ont pu ensuite, pendant une bonne dizaine d'années, continuer à avoir une collaboration fructueuse, même si c'était plus une collaboration directe. Alors, le deuxième, donc voilà, c'est ça, le premier point, c'était sur cette confiance a priori. Le deuxième élément, la deuxième clé dont je vous disais, dont je vous parlais, c'est le lâcher-prise. L'expérience se situe dans la même entreprise et cette fois-ci, on va parler de Nicolas, par exemple. Nicolas est responsable du prêt-presse. Le prêt-presse dans une entreprise, dans une imprimerie, c'est tout ce qui est en amont de la fabrication à proprement parler. Ce sont la génération des fichiers informatiques d'impression, des formes d'impression aussi, ce qu'on appelle les clichés flexographiques, les plaques offset, les écrans de sérigraphie. Et donc, Nicolas
est une personne qui avait été recrutée par le directeur, le même d'ailleurs, le directeur de l'époque, et qui, au bout d'un moment, finalement, la charge revenant, a dû assumer une montée en puissance de son activité de pré-presse. Autant au départ, en fait, quand il avait été recruté, ça représentait, il avait à peu près 60% de charge d'activité par rapport au personnel qu'il avait. Mais ensuite, on n'était pas loin du 100%, ce qui fait que pour lui, ça fait un accroissement, en fait, de presque 50%, un peu plus de 50% de ce qu'il avait connu précédemment. Et donc, sur le moment, en fait, à toujours faire la même chose pour essayer mais en plus, eh bien, il n'y arrivait plus, il ne s'en sortait plus. Donc, il est allé voir son directeur pour lui dire, mais écoutez, il faudrait qu'on embauche. Sauf que le directeur lui dit, j'aimerais bien, mais ça va être un peu difficile parce qu'en fait, pour l'instant, il faut d'abord qu'on retrouve un équilibre économique et il va falloir qu'on fasse, on a déjà dimensionné l'affaire et il va falloir qu'on fasse le même travail avec, en accédant à cette charge supplémentaire avec le même personnel. Puisque sinon, on ne va pas s'en sortir économiquement. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt de gagner des points en productivité au sein de votre service, de telle sorte que ce soit possible. Et si vous voulez être accompagné pour le faire, eh bien, on peut vous offrir un accompagnement de type coaching, en fait, pour vous aider, en fait, à être, peut-être pour vous-même, en fait, mais également pour votre service, plus performant. Donc, le responsable du service pré-presse, Nicolas, a accepté cet accompagnement. Et très vite, en fait, au cours de cet accompagnement, est apparu le fait qu'il y avait un écart de représentation entre sa manière de concevoir son job, qui pour lui était tout simplement, puisque je suis chef de service, je dois savoir faire tout ce que savent faire mes collaborateurs, répondre à toutes leurs questions, prendre toutes les décisions et les remplacer le cas échéant quand soit ils n'ont pas la compétence, soit quand ils sont absents. Donc je peux vous dire qu'effectivement, plus ça croît le volume de travail et plus avec cette définition de ce que doit être un chef, ça doit devenir de plus en plus compliqué. L'accompagnement lui a permis de revisiter complètement son poste et sa manière d'aborder son poste en regardant qu'en fait, son job était principalement le fait de faire réussir l'ensemble de ses équipes, puisque ses équipes étaient là pour ça. Alors vous allez me dire, il perd encore une personne opérationnelle, puisque si lui-même ne devient plus opérationnel, mais coordinateur, organisateur, etc., ça devient compliqué. C'est la première pensée qui lui a traversé l'esprit. Sauf qu'en fait, a délégué, ce qui était un gros mot pour lui précédemment, a délégué en fait un certain nombre de choses que lui-même faisait et qui étaient plutôt de l'ordre de l'opérationnel vers ses collaborateurs. Il s'est rendu compte que bien loin de prendre mal cette délégation, ses collaborateurs s'en emparaient comme plutôt un développement de leurs compétences, de leur poste et étaient plutôt ravis en fait d'avoir davantage de responsabilités. Et puis, il s'est rendu compte aussi qu'il gagnait beaucoup en efficacité, notamment en efficacité de ses collaborateurs, parce qu'il se déroulait précédemment un mécanisme un peu de l'ordre de celui que l'on voit dans les grandes surfaces au rayon boucherie, quand vous prenez votre ticket pour que ce soit votre tour de passer et choisir votre beefsteak ou votre cervelas. Et du coup, effectivement, ces collaborateurs attendaient qu'il soit disponible. Et comme il y avait souvent quelqu'un en interaction avec lui, ils attendaient qu'il soit disponible pour venir lui poser la question, pour avoir la connaissance, ou pour qu'il prenne la décision, ou pour suppléer à leur manque de compétences. Et donc, il s'était instauré, alors il n'y avait pas des tickets comme à la boucherie, au rayon boucherie de la grande surface, mais le principe était à peu près le même, et ça ne se voyait pas forcément de l'extérieur, puisque dans un service pré-presse, quand on attend, on a toujours l'occasion de nettoyer un petit peu son ordinateur, des fichiers qui servent à rien, etc. Donc, on a de quoi s'occuper, en quelque sorte. Et donc, il n'était pas flagrant que les uns et les autres étaient en train d'attendre leur tour, mais c'est en tout cas ce qui se passait. Le temps qu'il a pu regagner au niveau de chacun des collaborateurs
et le temps propre qu'il a regagné lui-même à ne pas faire autant d'opérationnel, il en a gardé un petit peu bien évidemment, mais autant d'opérationnel qu'il en faisait, a permis pour ses collaborateurs en fait d'être plus efficaces et donc de retrouver cette performance qui s'était dégradée au fil des années précédentes et qui avait fait que on pouvait ne faire que 60% de charge de travail tout en pensant être le plus efficace possible. Donc, regagner de la performance et de l'efficacité pour chacun des collaborateurs, les faire grimper en compétences, puisqu'en fait, il ne faisait plus un certain nombre de tâches en direct, et pour lui-même, eh bien, d'aller chercher un bénéfice même personnel, puisque précédemment, quand il ne s'en sortait plus, sa manière de procéder, et peut-être que elle est assez répandue en fait dans le monde du travail, c'est que soit il partait avec sa petite mallette et puis un peu de travail à faire à la maison, et auquel cas sa femme lui disait ben, à ce moment-là, autant que tu termines ton travail au bureau, et donc ben, demain soir, en fait, si tu dois quitter plus tard, ben, quitte plus tard. Ou bien alors, puisque les choses commençaient à s'envenimer un petit peu, eh bien, il rentrait sans sa mallette, mais par contre, il était tellement préoccupé que sa présence n'était que physique et pas tellement disponibilité auprès de ses enfants et de son épouse. Ce qui fait qu'en fait, il craignait de devoir rompre avec son épouse, pas de son fait, mais de lassitude de la part de celle-ci. Et donc, il a pu regagner de la sérénité, puisqu'en fait, en partant le soir, il avait une visibilité suffisante de ce qui était fait déjà dans la journée, ce qui restait à faire pour demain, pour la semaine et pour le mois suivant, et du coup, de pouvoir planifier les différents travaux. À tel point que le temps qu'il a regagné pour lui-même et pour ses collaborateurs, il a pu le réinvestir dans une réunion bimensuelle, ça tous les 15 jours, pour réinvestir dans comment pouvons-nous faire pour être davantage performants et travailler en intelligence collective sur le sujet. Donc, ce lâcher-prise qu'il n'osait pas faire en gardant en fait le pouvoir de décision surtout, plutôt que de déléguer au niveau de décision qui était assumable par ses collaborateurs, le fait de lâcher prise sur le tout savoir et faire confiance en fait dans les collaborateurs pour le fait de savoir. Imaginez en fait si je dois savoir tout ce que mes collaborateurs savent faire, qu'est-ce que devrait faire le PDG de Michelin, quoi. En fait, il n'aurait pas assez de sa vie pour apprendre tous les travaux. Donc, bien évidemment, en fait, ce lâcher-prise, ces lâcher-prise successives lui ont fait, bien évidemment, en fait, accorder davantage de confiance à ses collaborateurs, principe 1, mais également regagner beaucoup de temps et d'organisation. Le troisième point, en fait, concerne ce que j'avais appelé la crainte de perdre de vue le résultat. Alors, bien évidemment, vous savez qu'on peut hésiter entre deux acceptions, en fait, dans la confiance, en fait, avec ces phrases qui peuvent sembler un peu antinomiques. Bah, chef, si tu me contrôles, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Combien de gens vous ont peut-être déjà dit ça, en fait, dans votre rôle managérial? Si tu me contrôles, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Et d'un autre côté, cette phrase, en fait, dont bien souvent les gens ne connaissent pas l'auteur, la confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. Si on veut la phrase complète, je dis que bien souvent les gens ne savent pas de qui elle émane, puisqu'en fait elle émane de Lénine, et aller chercher comme maître à penser Lénine, c'est aujourd'hui plus tout à fait tendance. Et donc, quel est le juste milieu entre la confiance n'exclut pas le contrôle et si tu me contrôles, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance? Tout d'abord, en fait, de focuser peut-être sur le fait que le mot contrôle, s'il est là pour finalement reprendre le contrôle, cette acception finalement anglaise du mot control, que l'on retrouve dans remote control, la zappinette ou la télécommande, le contrôle à distance, ou self-control, le contrôle de soi-même, c'est-à-dire reprendre les mains de sa destinée et de sa vie. Eh bien, effectivement, on reprend le marteau quand on fait ça. Alors que si on est dans le contrôle à la française, celui qui veut qu'on vérifie des comptes et on s'assure en fait que le travail est correctement fait, et donc l'objectif est plutôt valorisant, il permet de s'assurer que
En faisant cela, je peux reconnaître en fait le travail bien fait de la part de mes collaborateurs, ou bien quand le travail est moins bien fait, ça me permet aussi d'avoir un élément d'alerte pour les aider en fait à mieux faire une prochaine fois. L'exemple que je vais prendre est celui justement, encore une fois, de cette même entreprise et de ce même directeur. Quand il est arrivé sur son poste de directeur, on pourrait dire que la planche lui a été savonnée, puisqu'il était précédemment en direction d'un site qui, dans le processus, en fait, héritait des produits de cette imprimerie pour les transformer de nouveau et en faire des produits finis. Et donc, à la faveur d'une période de crise, à un moment donné, qui avait débouché sur le fait qu'il y avait les deux directeurs de site, lui-même, en fait, à l'époque où il était le directeur client, et le directeur qui était son prédécesseur, eh bien, s'était retrouvé dans le bureau du PDG pour devoir rendre des comptes sur leur gestion, et notamment le fait que les clients soient mal servis. Et ce directeur avait mis en évidence que la faute incombait à son prédécesseur, à celui qui ne lui avait pas fourni les produits. Et donc, avant qu'il ne soit en poste, eh bien, sa réputation avait été copieusement érigée sous la forme d'une personne qui n'est pas un bon copain et dont il faut se méfier. Cet état d'esprit donc et cette sensibilité à cela avait fait il était entré dans ce poste en se disant: «Bon, je n'ai certainement pas d'amis dans la place et donc il va falloir que, en gros, je me méfie un petit peu de tout le monde pour, quant aux résultats, en fait, attendus». Et donc, il s'était mis à mettre un certain nombre de points de contrôle. Sa volonté n'était pas intentionnellement de se méfier des uns et des autres, c'était plutôt en fait de s'assurer qu'il puisse avoir une vision assez claire de ce qui se passait à l'intérieur de l'entreprise. Mais toujours est-il que, et les gens ont appris à le connaître et donc à se rendre compte qu'effectivement, il n'y avait pas de mauvaise intention derrière cela, mais malgré tout que c'était quand même proprement insupportable d'avoir des points de contrôle assez inopinés sur des choses en fait qui pouvaient sembler être de l'ordre de la responsabilité des uns et des autres. Ça n'avait pas empêché en fait, chemin faisant et les années passant, à la plupart des collaborateurs de ce directeur de se rendre compte que justement ses intentions n'étaient pas malignes, mais bien simplement d'être dans une voilà, dans une connaissance en fait de son activité. Et ce qui fait que, excusez-moi, un de ses collaborateurs a fini par lui dire, sous le sceau de la confiance: «Bah, écoutez, heu, il faut quand même qu'on vous avoue quelque chose, et en tout cas, je vais l'avouer pour moi-même, c'est que c'est assez vexant à certains moments, de voir les contrôles que vous faites de manière inopinée sur nos actions, et donc d'ouvrir ce débat sur quel est le juste curseur finalement entre la confiance n'exclut pas le contrôle, et si vous me faites confiance, c'est que si vous me contrôlez, c'est que vous ne me faites pas confiance. Et de la discussion est sorti ce principe, en fait, en quelque sorte, ou cette manière de voir, cette perception que si vous voulez savoir quelque chose, demandez-le nous, plutôt que de le vérifier par vous-même. Presque, on pourrait croire que c'est dans notre dos, même si on pense bien qu'effectivement, on n'avait pas cette intention mesquine. Et de fait, il s'est établi une autre forme de contrôle qui est plutôt l'organisation du rendre compte. Et on ne sera pas surpris quand on sait que responsable, eh bien, l'étymologie du mot vient justement du fait de répondre, de respondere, répondre, responsable, répondre de ses actes, de sa gestion, etc. Et donc, une nouvelle manière de procéder s'est instaurée dans l'entreprise, qui a été celle de responsabiliser jusqu'au bout ceux qui étaient en responsabilité, et de leur donner l'occasion de rendre compte au travers d'indicateurs ou des éléments en fait qui leur semblaient pertinents. Bien sûr, le directeur pouvait alimenter dans la discussion, argumenter sur le fait qu'il avait ou non assez d'informations pour cela, mais ça s'est fait de manière plutôt collaborative, coopérative, pour que les gens puissent rendre compte sur ce qui leur semblait important de leur activité. Et donc, il faut accepter de la part de celui qui confie les responsabilités et donc le pouvoir,
de lâcher prise aussi sur je ne saurai peut-être pas tout de ce qui se passe, mais en tout cas, je saurai l'essentiel et ça me permettra de regarder comment les choses se font. Un petit exemple, en fait, à ce sujet-là, c'est que euh, il était hébergé sur le site un commercial qui ne dépendait pas de la direction du site, mais qui, pour des questions géographiques, en fait, résidait sur place. Et ce commercial se faisait un malin plaisir de dire au directeur, quand il avait été absent 2 ou 3 jours, de lui faire une sorte de petit rapport, en fait, qui ne lui était absolument pas commandé. Vous savez, en fait, monsieur le directeur, quand vous n'êtes pas là, le responsable d'atelier, en fait, il en profite pour quitter à 5 heures de l'après-midi plutôt qu'à 7 heures quand vous êtes là. Et donc, je tenais à vous le faire savoir parce qu'en fait, certainement que ce n'est pas lui qui vous le dira. Et comme ça a eu lieu plutôt dans la nouvelle économie, celle du rendre compte plutôt que du contrôle, eh bien, le directeur s'est emparé de ça pour lui dire, mais vous savez, en fait, merci pour cette information, mais je ne juge pas la personne sur le nombre d'heures qu'elle effectue ou sur le fait qu'elle puisse partir avant l'heure ou après l'heure, encore qu'il n'y ait pas d'horaire pour ce genre de fonction, mais plus au résultat. Et si pour moi, il a fait son travail quand il quitte à 5 heures, eh bien, j'ai aucune objection. Il pourrait même le faire quand je suis présent. Ça lui éviterait peut-être de le faire de manière un peu cachée. Donc, vous voyez qu'en fait, ces trois clés, en fait, qui sont les contraposés des craintes initiales que j'avais données, la clé donc du faire confiance a priori, la deuxième clé du lâcher prise et la troisième clé de organiser le rendre compte, eh bien, ces 3 clés participent d'un cercle vertueux. Si je commence à faire confiance à mes collaborateurs, eh bien, ils vont pouvoir euh, développer au maximum leurs responsabilités et la prise de pouvoir sur leurs responsabilités. Et à partir de ce moment-là, ça m'est plus facile aussi de lâcher prise sur un certain nombre d'actions euh, qui sont de leur niveau. Ce lâcher prise, en fait, est possible à partir du moment où le compte rendu de leur part vient alimenter le fait que eh bien, j'ai bien raison de lâcher prise puisqu'en fait le travail est fait. Et ce compte rendu qui est opéré de la part des collaborateurs renforce le niveau de confiance puisque je peux voir par là même que euh, s'ils sont capables de me rendre compte sur leur activité et que c'est cohérent avec ce qui se passe dans l'atelier ou dans l'entreprise, dans les services, je vais pouvoir davantage leur faire confiance et bien évidemment lâcher prise et du coup accueillir leur compte-rendu comme étant le reflet de la réalité. Donc, la question qui se pose, ce n'est pas tellement de savoir s'il faut associer pouvoir et responsabilité, puisque j'espère que vous l'avez compris, c'est plutôt quelque chose de vertueux, mais c'est à qui peut-on confier pouvoir et responsabilité dans les mêmes mains, puisque bien évidemment, on a tous pu aussi constater qu'à certains moments, certains abusent de leur pouvoir pour ne pas assumer correctement leurs responsabilités. Eh bien, la clé de cela tient dans le fait de vouloir connaître ses collaborateurs, c'est chacune des personnes en vérité, sur ses qualités humaines, notamment de loyauté, de courage, de persévérance, d'implication, et donc de prendre le temps de connaître les personnes, de s'intéresser à leur développement personnel pour qu'elles puissent s'épanouir au sein de l'entreprise et trouver goût à assumer leurs responsabilités et les placer au juste positionnement dans l'organisation pour éviter qu'elles ne soient mises en difficulté, comme c'était le cas de Jacques dans le début de mon exposé, mais également qu'elle puisse avoir suffisamment envie de faire quelque chose pour que ce ne soit pas rébarbatif. Et donc, on va plutôt, ce principe, en fait, là, est le principe de subsidiarité, on va plutôt, dans ce principe de subsidiarité, rechercher à ajuster les responsabilités en fonction des capacités de la personne, plutôt qu'à contraindre une personne à rentrer dans une fonction préétablie dans laquelle il ne pourrait pas développer en fait tout son potentiel.
Alors voilà, à l'issue de cet exposé, j'ai bien conscience que chaque cas est unique et ce que vous vivez en écoutant cette conférence, eh bien, est particulier. C'est votre situation. Soit vous la vivez, soit à titre personnel, soit vous la vivez au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est si vous souhaitez qu'on développe davantage le cas de votre entreprise ou de votre service, de votre réalité, eh bien, de prendre contact avec moi pour que nous puissions avoir un temps d'échange à ce propos. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis en espérant vous rencontrer ou bien échanger avec vous à cette occasion pour m'enrichir de vos expériences et puis faire en sorte que ce partage soit fructueux également pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.